Il se fait naturaliser français parce qu'il ne peut pas espérer une carrière justement en France s'il n'est pas naturalisé. Il a une lointaine descendance française par sa mère et c'est vraiment quelque chose qui se fait très rapidement. Et il raconte à sa mère, il dit c'est aussi peu solennel qu'un mariage. Alors le mariage, voilà la grande question. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une femme aussi qui va le retenir Mais il dit non, j'ai réfléchi et vraiment non. Non, ce n'est pas du tout... en fait, ce n'est pas sa vocation. Bon, il a eu une déception amoureuse et puis il demande à un moment à sa mère « Tu tâtes le terrain pour cette personne que je connais depuis longtemps ?» La personne en question dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Yersin dit « Bon, point terminé, n'en parlons plus. » Et il n'en a plus jamais parlé. Il y a chez Yersin un Paris d'avant 1889 et un Paris d'après 1889. L'exposition universelle marque pour Yersin un tournant dans sa manière d'appréhender la ville de Paris. Alors si avant 1889, il est totalement passionné par tout ce que la ville de Paris peut offrir comme distraction, il est aussi passionné par l'exploration de Paris, à pied ou à bicyclette, avec son guide Baedeker. Il va au théâtre, il va au Louvre, il va écouter de la musique. Et en 1889, Yersin découvre une ouverture sur le monde à travers le pavillon transatlantique, à travers les pavillons exotiques qui représentent la vie dans les colonies, la rue du Caire. Mais aussi les pavillons de l'Indochine avec des gens de là-bas qui ont été engagés comme acteurs et qui doivent mimer une vie indo-chinoise ou une vie nord-africaine parfaite. La tour Eiffel vue de près est encore plus imposante que de loin. J'en ai profité pour aller hier faire une visite à l'exposition. Tu ne peux t'imaginer comme c'est beau et bien organisé. Seulement c'est fatigant. Je suis resté là toute l'après-midi et le soir jusqu'à 10 heures. Et note que je n'ai pas vu la 100e partie de ce qu'il y a à voir. L'exposition des colonies sur l'esplanade des Invalides nous transporte encore dans des pays plus exotiques, avec villages et habitants bizarres. Donc Yersin est transporté par l'exposition universelle, il est transporté à des milliers de kilomètres de là et déjà il commence à rêver à ce que pourrait être sa vie après l'exposition universelle. Je ne serais pas fâché de quitter Paris quand nous aurons mené à bien notre travail sur la diphtérie. Et ce jour est encore très lointain, car en somme, je profite peu de Paris. Le théâtre m'ennuie, le beau monde me fait horreur. Et cependant, ce n'est pas une vie que de ne pas bouger. Eh bien, il part à la mer. Il part en vacances. Il s'octroie une huitaine de jours de vacances, ce qui à l'époque est quand même assez extraordinaire, extravagant d'ailleurs pour le docteur Roux. Il prend son vélo, il met son vélo dans le train et va jusqu'à Dieppe. Ensuite, il suit la côte en vélo. Et il est émerveillé par la mer. Il est logé chez des pêcheurs en Haute-Normandie, puis en Basse-Normandie. Et ouais, je crois qu'il sympathise très vite avec ces familles de pêcheurs. Alors, il décrit ici la partie de pêche. C'est une lettre de, je sais pas,
14 ou 15 pages en petit format, mais très lisible, très peu de ratures, des petits croquis. C'est très, très intéressant de voir au jour le jour. Il découvre la mer. Il est comblé de bonheur, il y passe plusieurs heures perché sur une falaise, assis dans l'herbe, il va l'écouter. Il va prendre son premier bain salé, qui le comble de joie. Il va aussi trouver des pêcheurs, il va lier une amitié avec eux, il va s'embarquer sur leur barque, il va pêcher, et il décrit cette séance de pêche, mais vraiment avec une joie véritable. À bord du Raoul en pleine mer le 7 septembre. Chère maman, quelle drôle d'entête à cette carte, n'est-ce pas? Mon écriture bizarre te dit que ce n'est pas facile d'écrire. Je me suis embarqué ce matin vers 8 heures avec de braves pêcheurs. Il est maintenant 4 heures de l'après-midi. Nous ne rentrons à Grand Camp que demain matin. C'est donc toute une expédition, tu le vois. Ce matin, j'ai fait un moment connaissance avec le mal de mer. Ce n'est point amusant. Maintenant, cela va mieux. Nous cherchons le turbo, mais jusque-là, on n'a pas eu de chance. Et là, c'est un déclic, et c'est une sorte de révélation. Et puis, c'est une espèce d'esquisse de ce qu'il va être dans un proche futur. La mer, les pêcheurs, les enfants, les gens humbles. Et ça, c'est un peu le brouillon de ce que ça va être sa vie. Yersin travaille avec acharnement. Il mènera à bien d'importants travaux, son travail de thèse sur la tuberculose, d'importants travaux sur la toxine diphtérique avec Émile Roux. Mais l'exposition universelle de 1889 lui a montré qu'il existait encore un autre monde que celui des laboratoires. C'est cette ouverture sur le monde qui remet en question son attachement aux travaux scientifiques, au monde de laboratoire très cloisonné. Et Yersin, je crois, a besoin d'espace, il a besoin de vivre au grand air, il a besoin de pouvoir vivre d'une manière beaucoup plus indépendante qu'il peut le faire à l'Institut Pasteur à Paris. Il a fait son choix. C'est pas une existence avec une femme, des enfants. C'est une autre attirance pour sillonner les mers. Il découvre la mer et il s'embarque sur les messageries maritimes comme médecin de bord pour voyager, aller ailleurs.
Yersin, la vie de médecin de bord n'apporte pas de défis insurmontables. Yersin a très vite fait son travail. Donc le travail sur le bateau pour Yersin se limite à un certain nombre d'activités journalières et très routinières. Yersin s'ennuie, et quand il s'ennuie, eh bien, il s'occupe différemment, il ne reste pas sans rien faire. Donc il va en cabotant entre Saigon et Manille apprendre avec le capitaine à faire le point, à déterminer la longitude, la latitude, donc la position exacte du bateau dans la mer par rapport au soleil, par rapport à l'étoile polaire. C'est un apprentissage qui lui sera utile pour ses explorations qu'il effectuera quelques années plus tard. Il est pratiquement médecin de bord sur un navire qui fait Saigon-Manille aux Philippines, mais il ne navigue pas tous les jours parce que ce bateau reste quelques jours à Saigon en attendant le prochain voyage. Donc pendant ce temps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va explorer. Donc il achète une barque, il prend un boy, comme disait, un boy anamite, qui sert de traducteur, et il s'embarque, il remonte la rivière, il va plus loin que personne n'a jamais été, il découvre la forêt vierge. Pour lui, tout ça, c'est nouveau. Alors. Ce petit trajet a certainement été le plus joli de l'excursion. Figure-toi un arroyo, étroit et tortueux, coulant au milieu d'une épaisse forêt tropicale. Il faut y participer pour en sentir tout le charme. Aucun récit ne peut rendre les sensations que l'on éprouve. Cette sorte de liberté sauvage dont on jouit ne peut être comprise en Europe, où tout est si réglé par la civilisation. Je comprends qu'il soit difficile, quand on a vécu quelque temps dans ces pays, de se refaire aux mœurs de la vieille Europe. Il passe et repasse devant la grande baie merveilleuse de Nha Trang. Il en est très séduit. Et puis surtout, au loin, se dessine la chaîne anamitique. Alors ça, c'est une chaîne de montagne qui est très peu connue. Il y a certaines expéditions qui ont tenté. Et tout à coup, il a l'idée d'explorer ces régions. C'est toujours cette attirance, cette curiosité de voir au-delà. Et ça se reflète toujours dans la vie de Yersin. Enfin, c'est une constance. Il a rêvé d'être médecin, il ne le sera pas. Il est attiré par la recherche, parce que la médecine, pour lui, il ne peut pas concevoir de demander de l'argent aux patients. C'est pour lui demander la bourse ou la vie. Donc, il y a autre chose qui l'attire, et il va aller jusqu'au bout. À chaque fois, il va jusqu'au bout de son but, de ses rêves. Et il va entreprendre des explorations. Et donc, il va entreprendre ces 3 expéditions pendant 3 années. Ce sont des épreuves terribles. Ce n'est pas exploré. Donc, il faut qu'il trace des routes. Il va de montagnes donc escarpées, de forêts en rizières, en plaine. Il affronte des orages terrifiants, des chaleurs aussi extrêmes.
Au bout d'1 heure et demie de route, nous arrivons au premier village Mohi. Les Mohi ou sauvages sont des gens de grande taille, fort simplement vêtus d'une ceinture. Leur visage diffère beaucoup de celui des Anamites. L'air plus fier et plus sauvage. C'est intéressant de constater que pour Yersin, même s'il utilise le terme de Moi, qui traduit veut dire sauvage, ne considère pas les sauvages comme des êtres inférieurs. Il les considère comme des enfants. Dans un certain sens, il est un colonial, même si on a voulu prétendre qu'il n'en était pas un, puisqu'il vit à l'époque coloniale et qui se fond dans la vie coloniale. Donc il est, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il est colonial. Ça n'exclut pas pour lui des relations humaines franches avec ces gens-là. C'est peut-être la clé de son succès, c'est d'être toujours authentique, d'être toujours lui-même, d'être honnête, de ne pas mentir, de toujours faire part de ses intentions telles qu'il veut les réaliser. Et il retrouve chez ces gens qu'on appelle sauvages des partenaires. Les relations entre Yersin et les Moi n'ont pas toujours été faciles, loin de là. Yersin a maintes fois risqué sa vie, mais il a su comprendre les Moi. Il dit lui-même qu'il a appris à les aimer. Il a su négocier, il a même dû négocier pour le compte de chefs de village la paix entre des villages qui étaient en guerre. Et de ces relations avec les Moi sont nées de solides amitiés. Au village de Picot, on ne veut pas laisser entrer Yersin et ses hommes. Ils doivent donc établir leur camp à l'extérieur du village. Peu de temps après, le chef du village et ses guerriers viennent trouver Yersin et lui demandent « Où vas-tu » Yersin répond « Je vais vers le nord ». Le chef du village ajoute « Il n'y a pas de chemin vers le nord ». Et Yersin d'ajouter « C'est ce qu'on va voir ». Yersin rusé a déjà envoyé ses hommes repérer où se trouvaient les pirogues du village cachées sous les arbres au bord de la rivière. Et dès que le chef du village et ses guerriers sont retournés dans le village pour aller parlementer, Yersin et ses hommes montent dans les pirogues et traversent la rivière pour continuer leur chemin vers le nord. Oui, alors évidemment, rien ne se passe très simplement. Il va faire le coup de feu avec des brigands. Ah oui, alors Touk, le pirate. Imaginez la situation dans laquelle se trouve un jeune explorateur qui apprend que ces pirates ont l'intention de massacrer un poste français. Et donc Yersin décide de se lancer à la poursuite. Donc avec quelques boys,
Un porteur de fusil, il les a chassés, et puis quand il s'est vraiment trouvé nez à nez avec eux dans une hutte, ses boyanamites étaient restés bien en arrière, s'est retrouvé tout seul. Autour d'un grand feu veillait une quinzaine d'hommes. En me voyant apparaître, ils se lèvent et s'enfuient précipitamment sans crier à la garde. Du premier coup d'œil, je reconnais les chefs. Je m'avance donc vers la maison, persuadé que je suis suivi par mes anamites. Et tout à coup, je mets le canon de mon revolver à quelques centimètres de la poitrine de Touques qui se fait remarquer par sa haute taille et son air distingué. La surprise est complète. Les chefs se lèvent en sursaut avec une expression de terreur impossible à décrire. Puis, en moins d'une seconde, Touques jette ses mains en avant en criant « Ne tire pas !» Et il essaie de m'arracher mon revolver. Je veux tirer, mais il a eu la présence d'esprit de placer un doigt en arrière de la détente de façon à ce que cela n'est absolument impossible. Au même moment, je ressens une vive douleur à la jambe droite qui devient ensuite engourdie et comme paralysée. Ils commencent à me frapper avec leurs coupe-coupe et leurs piques. Mais où sont mes anamites ? Un coup de sabre m'enlève à moitié le pouce de la main gauche. Une pique me frappe en pleine poitrine. Les coups se multiplient. La situation ne peut plus durer. Je lâche mon revolver. Touques pousse alors un hurlement de triomphe en brandissant mon revolver. Il le décharge 4 fois sur moi sans m'atteindre. Puis les 5 chefs se précipitent dehors et s'enfuient à travers les rizières, me laissant maître du terrain, mais bien incapable de les poursuivre. Yersin s'est retrouvé tout seul avec une jambe cassée, les bandits en fuite, et ensuite il se fait transporter en hamac pour revenir sur la côte, donc plusieurs jours de trajet. Et là, il manque de se faire piétiner par une bande d'éléphants, parce que là encore, les porteurs l'ont abandonné dans la jungle. Donc encore une fois, il n'est pas du tout certain de... Il peut pas marcher, il a une jambe cassée, et il est seul allongé par terre avec une éléphante qui lui fonce dessus. Bon, j'aimerais pas être à sa place. Il s'en est quand même tiré. Alors Touques a été pris ensuite et puis décapité. Yersin va assister à la décapitation de Touques en faisant des photos, mais non sans une grande admiration pour le courage, parce que semble-t-il que la tête est tombée qu'au 4e coup de sabre. On a aujourd'hui coupé la tête à Touques. J'y ai assisté pour prendre quelques instantanés. En réalité, c'est horrible. La tête est tombée au 4e coup de sabre. Touques n'a d'ailleurs pas bronché. Ses anamites meurent avec un sang-froid vraiment impressionnant. Alexandre Yersin utilisait les éléphants pour économiser des porteurs. Il lui aurait fallu environ 50 porteurs, mais lorsqu'il avait à disposition 1 à 2 éléphants, ça permettait de pouvoir les charger avec une partie importante de ces charges qui étaient constituées de vivres, de munitions, mais aussi de cadeaux, notamment de rouleaux d'étoffe et de matériel pour le bivouac, du matériel pour les tentes. Et ces éléphants permettaient d'avancer pas très rapidement, mais d'une manière très sûre. Les éléphants passent partout. Les éléphants, lorsqu'ils ont un obstacle devant eux, que ce soit de la broussaille, des arbres, les arrachent d'un coup de trompe.
Les éléphants sont aussi une sécurité de transport par rapport aux tigres. Mais parfois, les éléphants s'impatientent et puis ils sont capables de partir avec leur charge, de s'enfuir et de tout casser, tout briser, comme c'est arrivé à Alexandre Yersin à plusieurs reprises.